Mesdames et messieurs, bonsoir. Le projet Suède, ou projet régional d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, est une initiative de 9 pays auxquels la Guinée vient d'intégrer. Il est donc un projet ambitieux et novateur qui veut aller vers l'accélération de l'autonomisation des femmes pour la capture du dividende démographique au Sahel. Ce projet, vous le savez, est d'ailleurs financé par la Banque mondiale. Pour y arriver donc, il faut lutter contre les phénomènes qui freinent l'autonomisation de la gente féminine, à savoir le mariage et la grossesse précoce, la lutte contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines. Bref, lutter contre toutes les pratiques néfastes à l'épanouissement de la femme. Justement, pour parler de cette problématique, je reçois sur ce plateau 4 braves dames. La première, c'est bien Madame Kaba Maferen Kamara. Elle est responsable communication du projet Suède, un projet donc financé par la Banque mondiale. Madame Kaba, bonsoir. Bonsoir, M. Condé. Madame Kaba également Hadja Sara Daraba, elle est femme modèle, elle est donc représentante de ce projet du côté de la région administrative de Kankan. Madame Kaba Sara Daraba, bonsoir. Bonsoir. Madame Kaba également, Hawa Keita, elle représente donc ce projet, elle est donc femme modèle de ce projet du côté de la région administrative de Farana. Madame Kaba, bonsoir à vous également. Bonsoir. Et Madame Bari Hawa Kami Kamara, elle est la directrice des CAF. Les CAF, c'est bien les centres d'autonomisation et d'entrepreneuriat féminin en République de Guinée. Madame Bari, bonsoir à vous également. Bonsoir. Merci à toutes ces dames d'avoir accepté notre invitation et partagé bien entendu vos différentes expériences et expertises sur cette problématique. Alors, on va commencer avec Madame Kaba Maferen Kamara. Vous qui êtes responsable communication en projet Suède de Guinée, pouvez-vous nous parler succinctement le projet Suède? Merci Condé, merci de nous avoir reçus et permets-moi de souhaiter la bienvenue à ma maman Hadja Sara Daraba, à mes sœurs Hawa Keita et tante Hawa Kami d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce plateau et aussi dire bonjour à tous nos téléspectateurs de Dioma. Le projet Suède, comme son nom l'indique, c'est le projet régional d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Au départ, c'était 9 pays et aujourd'hui, laissez-moi vous dire que nous sommes à 13 pays. Ça, c'est bien. Et c'est un projet financé à 100% par la Banque mondiale, avec un appui technique de UNFPA qui nous aide sur le terrain et techniquement, comme je le dis. Donc, le projet Suède en Guinée intervient dans 3 régions, les régions de Kankan, Farana et Labi. Nous avons 3 composantes et les 3 composantes sont mises en œuvre par les ministères. Nous avons le ministère de la promotion féminine qui a lui seul a 2 sous-projets. Le sous-projet lutte contre les violences basées sur le genre et le sous-projet accroître les opportunités économiques. Ça, c'est pour l'autonomisation des femmes. Et nous avons le ministère de la jeunesse qui s'occupe des compétences vie des jeunes, la formation sur la santé sexuelle et autres. Nous avons le ministère de la santé qui a la composante 2 qui s'occupe de la qualification du personnel santé. Et nous avons aussi le ministère du plan et de la coopération internationale qui assure la tutelle du projet d'ailleurs. Et nous sommes logés au ministère du plan et de la coopération internationale. Et il faut le dire que les projets, ce sont des demandes du gouvernement. C'est un projet demandé par le gouvernement, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par le gouvernement par la facilitation de l'unité de gestion qu'on appelle UGP Suède. Donc nous intervenons dans ces 3 régions sur le volet maintien des filles à l'école et leur réussite. Ça, c'est ce volet qui est piloté par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Et nous avons aussi un volet important, comme je l'ai dit, sur l'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, notre débat porte sur ça d'ailleurs. Et cette autonomisation touche plusieurs secteurs. Et pour en parler, on a invité nos femmes modèles. Donc, par rapport à leur choix, nous allons revenir dessus. D'accord, puisque pour y arriver, il faut toujours partir de quelque chose. Et vous avez donc décidé de choisir des femmes modèles dans toutes ces 3 régions. Kankan, vous avez choisi Hadja Sara Daraba. Vous avez choisi du côté de la région de Farana, Madame Hawa Keita également. Pourquoi le choix de ces femmes?
justement par votre projet? Oui, il y a un volet qu'on a dans le projet qu'on appelle la communication pour le changement social et comportemental. Vous savez, c'est un processus de longue haleine. Ouais. Et pour réussir cette communication sur le terrain, on a besoin des acteurs. Et ces acteurs sont ciblés par le projet Suède dans tous les pays suédois. Nous avons les leaders religieux, nous avons les communicateurs traditionnels, nous avons les leaders communautaires, mais aussi on a les femmes modèles. On a le concept femme modèle. Nous avons des footballeurs. Les acteurs qui peuvent impacter. Des leaders d'opinion. D'opinion en un mot, oui. Mais ce n'est pas n'importe qui est choisi comme femme modèle, par exemple. Parce que ces deux dames ont des parcours atypiques. Voilà. Il faut tenir compte du parcours. Il faut tenir compte de l'impact de la personne dans sa communauté. Donc, nous avons 7 femmes modèles. Et la première femme modèle, ça c'est au niveau gouvernemental. C'est la ministre de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. On a dans la région de Kankan, Hadja Sarandaraba. Tout le monde connaît son parcours. Ancienne ministre. Ancienne secrétaire générale de la Mano-Riva Union. De la Mano-Riva Union. Et beaucoup d'autres. Elle est aussi l'ancienne présidente du REFAM. Donc, le réseau des femmes parlementaires. Voilà. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est inconnu dans le milieu social. Pas du tout. Qui est méconnu plutôt. Ce n'est pas une personne méconnue dans notre milieu. Elle est une donc, bibliothèque le choix est porté sur elle par rapport à son parcours, par rapport à l'impact, l'influence qu'elle peut avoir sur la communauté, sur les jeunes filles, sur les femmes, pour les pousser à la réussite. Parce que nous sommes là pour renforcer l'autonomisation. Suède seul ne peut pas tout faire. Le chemin est long. Et puis, on ne réinvente pas la roue. Suède vient s'ajouter à d'autres institutions. Donc, nous avons dans la région de l'Abbé, Hadja Minatou Bari, qui est aussi vice-maire à Daralabé, qui est ancienne ministre, qui a été aussi coordonnatrice du projet. Elle non plus, elle n'est pas à présenter. C'est une dame aussi qui a fait ses preuves dans ce pays. Et on a au niveau national, Hadja Ishaba. Ancienne ministre également. Ancienne ministre. Et vu que nous avons un volet, ces personnes sont choisies aussi par rapport au volet du projet Suède, les différents programmes du projet Suède. Donc quand nous prenons le volet sur l'éducation, le maintien des filles à l'école, nous savons que Hadja Ishaba a fait ses preuves aussi dans ce milieu, jusqu'à être directrice adjointe à l'UNESCO. Donc c'est vraiment une dame qui peut valablement représenter le Suède, valablement représenter le pays. Donc au niveau de la région de Farana, nous avons Madame Hawa Keita, qui est aussi présidente de plusieurs groupements là-bas et d'associations, donc qui est une femme leader dans la région de Farana, qui peut nous aider pour le plaidoyer, pour la sensibilisation, pour la communication, pour ce changement social et comportemental que nous visons. Mais en plus, il y a une jeune dame aussi, pour ne pas qu'on laisse les jeunes à côté, qui se trouve à la personne de Kadiet Konaté. D'ailleurs, nous lui adressons toutes nos félicitations. Elle vient de se marier le week-end passé. Donc, Kadiet Konaté est une des femmes modèles aussi au compte du projet Suède. D'accord. Alors, puisqu'on connaît déjà les femmes modèles, vous dites que c'est un projet sollicité par le gouvernement et exécuté par les différents ministères. On a un des ministères qui est donc représenté ici par Hawa Kami Kamara, qui est la directrice des EKF. Alors, Madame Bari Hawa Kami, ce projet, comment vous le trouvez et quelle est l'appréciation de votre département par rapport à son déroulé sur le terrain? Merci Condé, merci ma frère de nous avoir invités. Bonjour à toutes. D'entrée de jeu, je peux vous dire que ce projet est l'un des projets phares au sein du ministère aujourd'hui, du ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Madame le ministre Aïcha Nanette Conté en a fait son cheval de bataille aujourd'hui, l'autonomisation des femmes. Et là, elle n'a fait qu'emboîter le pas à la première autorité du pays, le président de la transition, qui, vous savez, l'année dernière déjà, pour montrer vraiment qu'il était avec les femmes, qu'il accompagnait les femmes, a octroyé, vous vous souvenez, l'année dernière, une subvention non remboursable à 300 groupements de femmes féminins, voilà, à hauteur de 15 milliards de francs guinéens. Et aujourd'hui, une année après avoir fait ce don, je peux vous dire que les résultats sont concluants.
Là, il y a un mois, il y a des missions conjointes qui ont été initiées par Madame le ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, des missions conjointes des différentes directions du département qui ont sillonné l'ensemble du territoire national pour aller constater de visu comment cette subvention a été gérée par les différents groupements qui ont bénéficié de cette subvention présidentielle. Donc, vous imaginez qu'au sein du ministère, c'est vraiment une priorité pour Madame le ministre, surtout que les deux composantes qui sont attribuées à notre ministère, la lutte contre les VBG et l'autonomisation des femmes, sont des volets qui occupent la plupart du travail du ministère. Il y a les VBG qui sont au niveau de la Direction nationale de la promotion féminine, mais l'autonomisation qui est assurée par la direction des KF. Je vous dirai un peu plus tard ce qui se passe au niveau des VBG et de l'autonomisation, voilà, au niveau du département. Oui, parmi les 7 femmes modèles, 2 sont sur ce plateau, Madame Hadja Sara Ndaraba. Alors Hadja, on dit que tout le monde fait l'histoire, mais elle s'occupe des gens qui marquent leur temps. Quelqu'un disait que l'homme ne doit pas être, mais il faut exister. Pour exister, il faut laisser des traces. Aujourd'hui, vous avez été choisi parce que on pense que vous avez laissé beaucoup de traces indélébiles. Ce choix, qu'est-ce que ça représente pour vous et que comptez-vous faire concrètement? Merci beaucoup, Condé. Bonjour à tout le monde. Je voudrais dire toute ma reconnaissance à la fois à la Banque mondiale et aux différents ministères qui sont partie prenante dans ce projet. Pour le choix qui est porté sur ma personne, parce que aujourd'hui, je peux dire que je suis, disons, sur la dernière tranche de mon parcours, parce que mon mari a pris sa retraite, moi-même je ne suis pas encore à la retraite, mais je ne suis plus aussi active qu'avant, et je suis rentrée à Cancan. Parce que tout simplement, mon époux est devenu Sotikemon. Ça veut dire qu'il est aujourd'hui une autorité morale pour toute une communauté. Je suis heureuse de pouvoir participer à ce projet pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je pense, et je l'ai dit à plusieurs reprises, il est nécessaire que les plus jeunes s'inspirent de ce que les plus anciens ont fait. Nous ne pouvons pas dans ce pays continuer à être dans l'éternel recommencement. Faire table rase à tout moment. À tout moment, ce pays a connu des femmes de valeur, des femmes fortes, des femmes qui ont fait l'histoire. Et c'est grâce à ces femmes aussi que ce pays est devenu d'abord indépendant. Ensuite, ce pays a marqué l'histoire du continent africain et du monde, n'est-ce pas, que nous appelions, nous, à notre temps, n'est-ce pas, le tiers-monde. Le monde non développé, la tricontinentale, on l'appelait à l'époque. Alors, je suis connaissant, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je suis mère, grand-mère, arrière-grand-mère. Déjà. Je pense que une drôle de chance. C'est important qu'on se donne, n'est-ce pas, qu'on tende la perche entre générations. Il y a 3 ans, 4 ans déjà, que moi j'ai mis en place une plateforme de dialogue intergénérationnel. Les personnes qui ont plus de 60 ans, celles qui ont entre 60 et 45 ans, celles qui ont entre 45 ans et 30 ans, et celles qui ont moins de 30 ans. Ce sont 4 générations. Quand nous sommes en face d'une situation, nous avons des lunettes différentes pour apprécier. Et c'est bon qu'on crée des espaces où nous allons justement échanger sur notre perception du même phénomène ou du même processus. Nous le voyons de manière différente parce que nous appartenons à 4 générations différentes. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle je suis heureuse de participer à ce projet. La troisième raison, c'est que je suis chef d'entreprise.
Moi, je suis pharmacienne de métier. On a tendance à l'oublier. J'ai un doctorat en pharmacie et j'ai été le premier pharmacien privé agréé en République de Guinée en avril 1985. Et après, j'ai créé une société de commercialisation de produits agricoles et naturels. Je continue à encadrer et à travailler avec des milliers de groupements. Des milliers de groupements dans les 4 régions naturelles du pays. Donc, c'est la 3e raison pour laquelle je suis heureuse de participer à ce projet. Et la 4e raison, puisque vous en avez... La 4e raison, n'est-ce pas, c'est qu'il faut laisser des traces. Finalement, tout ça, c'est très bien, mais j'invite mes filles qui sont dans la communication de faire des documentaires parce qu'il y a tellement de braves femmes à l'intérieur du pays, en zone rurale. Il y a une rupture entre les centres urbains et les milieux ruraux. Il faut que les journalistes s'intéressent à ces femmes leaders, mais qui sont leaders au vrai sens du terme, parce qu'elles ont des centaines, voire des milliers de femmes derrière elles qui travaillent tous les jours et qui assurent le maintien, n'est-ce pas, de nos communautés. D'accord. Et puisque vous parlez des femmes leaders dans l'arrière-pays, Madame Hawa Keita un des exemples. Alors, vous avez donc été choisie pour être femme modèle de ce projet dans la région administrative de Farana. Le choix est porté sur vous. Quand vous l'avez appris, qu'est-ce que cela a provoqué en vous et que comptez-vous faire? Merci beaucoup, M. Condé. Quand j'ai appris, j'étais très très heureuse parce que j'ai su que les femmes de l'intérieur n'étaient pas restées à compte. Parce qu'on pensait donc pas oublié. Pas oublié. D'accord. Et ça maintenant qu'il y a des femmes leaders aussi dans nos régions administratives et dans nos préfectures, je viens de dire, même dans nos villages. De fait, pour Farana, je suis très très contente pour mon choix. Ça c'est premièrement. Deuxièmement aussi, Farana, si on parle des jeunes pauvres aujourd'hui de la Guinée, moi je peux dire que Farana est la première, je ne vais pas dire l'une des préfectures, mais je vais dire que c'est la première préfecture la plus pauvre de la Guinée. En termes de pauvreté, je peux le dire. De fait, ce choix de Farana et que je sois choisie aussi comme femme leader m'a beaucoup plu, dans ce sens que ça peut nous aider aussi de soutenir surtout nos groupements féminins. Parce qu'il y a des groupements, il y avait des femmes en association, en serré, et beaucoup étaient en serré, mais quand on s'est réunis, on a quand même demandé à beaucoup de femmes de se mettre en groupement et de laisser le problème serré, de se mettre en groupement pour qu'ils soient là. Troisièmement aussi, je viens de parler tout de suite de dialogue de génération. Nous on appelait ça avant le dialogue de génération. Ça aussi c'est un dialogue qui va beaucoup aider la jeunesse parce que ça peut permettre à la jeunesse comment leurs mamans, les grands-mères vivaient avant. Quelles sont les bonnes pratiques qu'on pouvait prendre et ceux qui doivent choisir et ceux qui doivent laisser pour qu'on essaie d'aller à l'avant. De faire ça aussi, ça m'a beaucoup plu quand j'ai lu ça aussi. Ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est quelque chose que j'avais fait avant avec mon ONG. J'avais fait ça avec... mais de fait, avec le projet aussi, le choix de Suède, pour que ça m'a encore plu, parce que alors là, ils ont aidé quand même des écoles à Farana, où aujourd'hui les élèves ont des kits. De fait, c'est quelque chose à saluer, parce que ça peut permettre quand même aux parents et aux mamans vraiment d'alléger un peu. Parce qu'il y en a qui abandonnent l'école parce qu'ils n'ont pas de moyens. De kits scolaires. Ça paraît banal. Ça paraît banal, mais comme vous l'avez dit, quand la pauvreté atteint un niveau, c'est pas facile. Au lieu de payer le kit scolaire, on va plutôt se battre pour trouver quoi mettre dans la marmite. C'est ça, M. Condé. Si vous demandez par exemple nos mamans aujourd'hui de payer les kits entre, si elle a 2 enfants, entre un garçon et une fille, c'est le garçon qui va privilégier. C'est maintenant on va demander à la fille de prendre le plateau pour vendre le gâteau, de djinjan, de l'eau. Et parfois même cette recette est utilisée pour aider aussi le garçon. Vous voyez, de fait, si les femmes là sont aidées aujourd'hui, je pense bien, ça va nous permettre de maintenir les enfants à l'école, surtout les filles. De fait, il y a aussi un autre volet, la violence basée sur le genre. Ça aussi, c'est un autre problème. Si aujourd'hui à Farana, vous pouvez trouver, tout dernièrement, avant de venir à Conakry, on a trouvé où il y avait une fillette de 3 ans qui a été violée par un garçon de 14 ans. Vous voyez, où il y a une autre aussi de 5 ans qui a été violée
par un autre garçon qui faisait la 10e année. Vous voyez une autre aussi qui a été violée par son papa. Vous voyez ce que ça fait. En fait, on a tellement de problèmes. Avec le projet, l'arrivée du projet Suède, je sais que ça va beaucoup nous aider et ça va vraiment aider la ville de Farana. L'arrivée du projet Suède va aider la région de Farana à sortir un tant soit peu de la pauvreté. Alors, quand vous entendez de tels propos, vous qui êtes responsable de communication de ce projet, qu'est-ce que cela vous provoque chez vous? Est-ce que ça vous amène à redoubler d'efforts, à faire beaucoup plus pour cette région, Madame Kaba Maferin? Oui, je dirais que ça a été bien choisi. Il faut la doc était bien mûrie. Mûrie. Les critères ont été respectés. Ont été respectés au niveau de Farana. Parce que le combat, c'est pour inverser la donne. C'est pour les communautés, c'est pour le monde rural. Nous visons 153 communes rurales et urbaines. Donc nous intervenons dans les villages. Plus de 7000 villages sont visés par le projet Suède. Et ce qu'elle dit par rapport à la région de Farana, nous étions en sensibilisation récemment. Il y a une vieille dame qui a appelé de Bagnan, une des localités. Une des sous-préfectures, pour dire on vous suit. Et moi j'aimerais amener ma fille à l'école, mais je n'ai aucun moyen. Pour vous dire qu'il y a plusieurs facteurs qui font que les filles ne vont pas à l'école. Et le premier facteur, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Et Suède a réfléchi à cela. Nous comptons appuyer, soutenir les familles les plus vulnérables et ces filles aussi pour pouvoir étudier. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour y arriver. Les kits scolaires sont un début. Donc nous prévoyons aussi les primes. On doit donner des primes à ces filles. Des primes d'accompagnement. Les primes d'accompagnement pour qu'elles puissent être motivées dans la formation et être à l'école. Parce que c'est le maintien des filles, mais aussi leur réussite à l'école. Donc au-delà des kits, au-delà de ces primes, il y a aussi des filles qui sont éloignées de leurs écoles. C'est pas évident, ça peut décourager la parcours. Donc pour cela aussi, il y a des vélos qui sont prévus pour ces filles-là. Des moyens de déplacement. Ça, c'est très bien. Pour ces filles-là, pour qu'elles puissent aller. Et aussi des pensions alimentaires. La faim peut faire que l'élève qui est là, elle n'arrive pas à suivre les cours jusqu'à la fin de l'heure. Elle se décourage et puis elle rentre. Mais si elle est appuyée, si elle reçoit une pension alimentaire, ce sont des sources de motivation. Un kit scolaire. Cela donc ce sont des accompagnements, accompagnements pour aider ces filles à étudier. Parce que pour parler de l'autonomisation, pour parler de l'adulte de demain, il faut passer par l'adolescente d'aujourd'hui. Bien entendu. Donc à travers sa bonne construction. Donc l'intervention de Suède de la Banque mondiale se pose aujourd'hui sur les femmes, sur les adolescentes. Alors, Hawa Kami, tout ça, les KF aussi jouent un grand rôle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant les centres d'autonomisation et d'entrepreneuriat féminin? Merci Condé. Donc le ministère de la promotion féminine à travers les KF a un grand rôle à jouer par rapport à l'autonomisation économique des femmes dans ce projet. Bien entendu. Il y a d'abord donc la formation, il y aura des formations professionnalisantes pour à peu près plus de 33 000 filles qui seront formées dans les CAF, dans les centres d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes et filles. Et elles seront formées dans les filières classiques que nous avons déjà, c'est-à-dire la couture, la teinture, la transformation agroalimentaire, mais la saponification, exactement. Mais un peu plus tard, pour les filles qui ont les métiers générateurs de revenus. Et maintenant, nous tendons aussi vers maintenant des filières porteuses et innovantes. C'est-à-dire pour des filles qui ont par exemple le CEP, on pourrait les former donc par exemple d'études primaires en maçonnerie, en électricité, pour qu'elles puissent maintenant embrasser des métiers que des jeunes garçons aussi peuvent exercer. Jusque-là réservé par les hommes. Exactement. Pour les hommes, j'allais dire. Exactement. Et puis il y a aussi l'accompagnement de ces femmes et filles formées dans les CAF en les mettant en groupements simplifiés. Des groupements simplifiés, et nous allons les accompagner jusqu'à ce qu'elles aient tous les documents juridiques pour qu'elles puissent exercer pleinement leurs activités génératrices de revenus. Il y aura également, à partir des femmes et filles formées dans les centres, un accompagnement du projet Suède, justement, un accompagnement en fonds d'amorçage qu'on donnerait à ces femmes et filles pour pouvoir se lancer déjà dans leurs activités. Donc le ministère tient vraiment, comme je l'ai dit au départ ici, à participer grandement à la réussite, et pleinement à la réussite de ce projet Suède.
Oui, allez-y. Oui, pour revenir à ce que Tantrawa vient de dire, il faut dire que le projet Suède vise environ 5000 femmes dans ces 3 régions pour leur autonomisation. Et en plus de la formation dont elle a parlé, il y a aussi l'appui technique qu'on va apporter à ces femmes. Il y a au moins 170 plateformes multifonctionnelles qui sont prévues pour accompagner ces femmes qui sont dans les groupements. Ces plateformes multifonctionnelles, ce sont des broyeuses, des machines qui peuvent les aider à faciliter leur travail. Donc, il y a beaucoup de programmes aussi au niveau de l'autonomisation, comme elle a parlé, au métier générateur de revenus. Oui. Il y a aussi l'agroalimentaire, la transformation. Oui. Il y a les métiers industriels. Et toutes ces formations-là sont destinées à ces 5000 femmes que nous comptons accompagner à travers le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes. Je voudrais rajouter justement que le ministère, à travers les CAF seront, si vous voulez, des incubateurs. Oui. En fait, ce sera des incubateurs pour la formation de ces femmes et jeunes filles qui seront prises en charge par le projet Suède. Tout se passera au niveau des CAF, puisque les CAF sont jusqu'au niveau dans presque toutes les préfectures aujourd'hui de la Guinée. Et donc, c'est ça un des atouts, justement. Et en gestion d'entrepreneuriat même, Tantiawa, comment aider ces femmes à accéder au crédit, comment gérer leur entreprise, comment gérer leur groupement. Donc, tout cela, c'est prévu pour ces femmes que nous comptons. À travers des formations sur la gestion simplifiée, le marketing digital que nous faisons actuellement, parce que comme vous le savez maintenant, on se dit que l'autonomisation, ça va vraiment avec le digital. Et donc de plus en plus actuellement dans les CAF, nous avons essayé l'année dernière à Farana et à Kisdougou à faire des formations pour, je parle sous le contrôle de ma soeur de Farana, à former 50 femmes mentors qui ont été initiées à l'utilisation des tablettes numériques. Aujourd'hui, elles ont quand même quelques notions de ce qu'on appelle le marketing digital. Alors, Adja Sarah, vous avez entendu tout de suite Maferin Camara par rapport à tout ce qui est créé comme condition pour accompagner la jeune adolescente. Pensez-vous que ces différents éléments peuvent amener les jeunes filles d'aujourd'hui à être adultes de demain, à être des femmes comme vous, plus d'ailleurs mieux que vous? Je pense, et je l'ai dit lors de la réunion d'orientation que nous avons eue au siège du projet, ce projet est intéressant. Ce projet est intéressant, mais il faut résister à la tentation de croire qu'il va régler tous les problèmes. D'où l'importance du partenariat, d'abord entre ministères, entre projets, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une coordination et une bonification réciproque. Une bonne complémentarité. Une complémentarité pour atteindre l'objectif global qui est, n'est-ce pas, disons, la promotion et l'autonomisation de la femme et de la fille. Donc ça, j'insiste sur cela parce que, en tant qu'ancien ministre, je peux le dire, la question de la promotion de la femme et de la fille n'est ni une question technique, ni une question morale. C'est une question politique. C'est ça. C'est une question politique parce que tout simplement, les femmes constituent 50% de la population, au moins un peu plus de 50% de la population. Donc ce n'est pas une question technique. Il faut que les politiques en prennent conscience et que toutes les actions qui concernent les filles et les femmes soient des transversales. Il faut que la préoccupation soit transversale. Et à ce sujet, ma petite anecdote, c'est que un jour, je me suis fait dire, en plein Conseil des ministres, je faisais un commentaire sur un projet d'un ministère que je ne nommerai pas ici. À l'époque. Oui. Et j'ai entendu le ministre dire, mais madame, qu'est-ce que vous savez de ça? Madame la ministre, qu'est-ce que vous savez? Bon, pas un ton dur, mais un ton presque méprisant. N'est-ce pas? Alors, j'ai dû rappeler, n'est-ce pas, au ministre, n'est-ce pas, que je suis une scientifique de formation. Deuxièmement, le président Lansana Conté, en me nommant ministre, m'a dit
Madame, vous êtes compétente, vous êtes intègre, vous avez une vie de famille stable et vous aimez la Guinée. J'ai dit, monsieur le ministre, c'est pourquoi je suis autour de cette table. Et à part le Premier ministre, je suis le ministre le plus important de ce gouvernement parce que j'ai les femmes, j'ai les enfants, j'ai les personnes âgées, j'ai les personnes handicapées. Bon, et ça clôt le débat. Mais pour vous dire que c'est important, bon, pas agressive, mais disons qui éclairait un peu, qui éclairait un peu le fait que moi je m'intéresse à ce qui se passe dans la pêche, dans l'agriculture, un peu partout, l'éducation, la santé et tout. Mais donc, je voudrais vraiment inviter à la fois le projet et madame la représentante, la directrice des CAF ou CAF, parce qu'en 30 ans, on a eu 3 changements de sigle. Actuellement, c'est CAF, c'est l'image du département en question qui change régulièrement d'appellation. Donc, je voudrais les inviter avec le même contenu. Je voudrais les inviter vraiment à faire le bridge, à faire le pont entre les différentes interventions sous la direction du gouvernement. Autant on a un Premier ministre pour coordonner toutes tous les projets qui s'adressent à la femme, il faut que le ministère de la femme essaye de les avoir ensemble pour qu'on puisse choisir. C'est ce que je peux dire. D'accord, oui, Madame Hawa, du côté de Farana, d'ailleurs vous l'avez dit, c'est une des localités où la pauvreté se fait sentir. Tous ces accompagnements, pensez-vous que ça peut permettre aux jeunes filles de la localité de suivre des formations académiques convenables jusqu'à être femmes modèles de demain? Oui, puis moi, quand je prends l'exemple sur moi-même, j'ai à côté j'ai été choisie à côté des 2 idoles, Hadja Salah Daraba et Hadja Chaba. C'est grâce à ces 2 dames je suis ce que je suis aujourd'hui. Parce que c'est des dames que j'enviais avant, à l'époque. C'est grâce à Hadja, aujourd'hui avec le REFMAP, j'étais la première vice-présidente de REFMAP à Farana. Et on a eu tellement de formations. Et la COFEG. Et la COFEG Farana aussi. Vous voyez, de fait, ça peut aider d'autres filles, surtout nos filles. Surtout celles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, avec l'alphabétisation aussi, ça peut les aider. Parce que l'alphabétisation, ça a aidé. Parce que nous, quand je prends l'exemple à Farana, par exemple, vers les années 95-96, il y a une fille, il y a au moins 2 filles qui ont terminé l'université. Ils ont passé par les centres NAFA. Vous voyez, maintenant ces centres NAFA aujourd'hui n'existent plus, presque. C'est au nom. Ça existe dans le projet. Oui, ça existe dans le projet Suède. C'est pourquoi je me suis beaucoup impliquée, je me suis intéressée, j'ai accepté, ça m'a beaucoup intéressé. Pour qu'on puisse au moins relancer aussi les centres NAFA. Parce que les centres NAFA, on sait à Farana quand même, ça a aidé d'autres filles qui ont fini aujourd'hui l'université. Ils ont passé par le centre NAFA. On a 5 femmes mentors qui ont eu des tablettes pour les aider cette fois-ci pendant la fête pendant la fête là. Le 8 mars. Il y a au moins dans notre région, il y a eu 26 groupements qui ont bénéficié aux initiatives présidentielles et dans la préfecture de Farana 8. Et de dire au projet aussi, vraiment de continuer dans ce sens-là. Il doit y avoir aussi une synergie avec notre ministère, avec le ministère de l'enseignement pré-universitaire. À la rentrée, je suis allée dans une école où on ne peut pas appeler ça une école, où les enfants sont entassés dans une seule classe, où tu pouvais trouver 25 à 35, où il y a le maître qui est là qui donne les cours au niveau du CP et du CM dans la même classe. Or, l'ancien là n'a pas la formation de ces classes multigrades. De fait, ça pose problème. De fait, le projet souhaite d'avoir une synergie entre le projet et le ministère aussi, c'est important. C'est important. Alors, Madame Maferen Kamara, le projet il est donc le bienvenu du côté de Farana, tout comme les 2 autres régions ciblées pour son exécution, l'accompagnement de la gente féminine. Mais le problème qui est régulièrement, sur lequel on revient régulièrement, c'est les violences basées sur le genre, c'est les mutilations génitales féminines. Qu'est-ce qui est prévu concrètement pour que au moins ces fléaux soit désormais derrière nous? C'est vrai, pour revenir à ce que Hadja Saran disait tout de suite, ce sont des questions qu'on ne peut pas régler d'un coup et qu'un seul projet ne peut pas régler. Donc c'est l'alliance
c'est la synergie d'action de plusieurs institutions sous la tutelle du gouvernement que ces questions-là. C'est des questions éminemment politiques. Éminemment politiques. Donc il faut une volonté politique. Mais du côté de Suède, on a prévu aussi des programmes pour essayer de régler, parce qu'on ne pourra pas régler le tout. Donc pour ça, il y a des formations aussi qui sont prévues pour que les femmes connaissent leurs droits, même par rapport à leur corps, même par rapport à leur santé reproductive, par exemple. Donc pour la lutte contre les violences basées sur le genre, nous comptons faire des formations. Et au-delà, nous comptons sensibiliser. Il y a un mécanisme qui sera là pour gérer les plaintes qui seront déposées par les victimes, par exemple, de ces violences basées sur le genre. Et au-delà, s'il y a des victimes, nous avons aussi un moyen de les réinsérer dans la société pour qu'elles puissent bénéficier des métiers. Parce qu'elles peuvent être doublement victimes de la part de leur bourreau et victimes de la part de la société à travers leur rejet. La stigmatisation. Donc nous avons aussi une politique pour les faire réintégrer dans la société et au-delà même trouver un métier générateur pour ces victimes de VBG. Ce qu'elle disait par rapport aux écoles, ce sont des infrastructures. Je voulais juste signaler que la Banque mondiale investit dans plusieurs projets. Et chaque projet a son domaine d'intervention. Nous, si nous nous occupons du contenu, nous nous occupons de l'accompagnement de l'élève, il y a un autre projet qui s'occupe des infrastructures. Et c'est financé par la Banque mondiale. La Banque mondiale en Guinée finance plus de 19 projets. La dernière fois, nous étions avec des femmes qui ont bénéficié du financement de la Banque mondiale, qui ont pu réaliser, il y a une qui a fait de la ferme du côté de Dubreka, il y a une autre qui œuvre dans le chocolatier, qui réussit, et c'est des financements qu'elles ont obtenus à travers les projets de la Banque mondiale. Donc il faudrait que les gens se rapprochent de ces projets, parce que ce n'est pas des projets de la banque, à vrai dire. C'est des projets qui sont sollicités par le gouvernement à la Banque mondiale. La Banque mondiale finance et laisse la mise en œuvre au gouvernement. C'est le cas de PEDEG, par exemple, qui appuie beaucoup de femmes dans l'agriculture et dans l'élevage. Donc nous sommes là pour aider, pour accompagner le gouvernement par rapport au volet éducation, compétences vie, opportunités économiques, lutte contre les violences basées sur le genre et beaucoup d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a ces accompagnements et c'est des matériels et tout. Mais ce qui est important dans ce que nous faisons, c'est cette communication pour le changement social et comportemental. Parce que si ça ne change pas, dans les faits, ça ne va pas changer. Il faut que les gens changent de comportement. Il faut que nous arrivions à laisser les pratiques, appelées les pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines. Si nous regardons aujourd'hui du côté de Fouta, le taux de prévalence par rapport au mariage précoce est très élevé, plus de 90%. Tant qu'on parle là de ces mariages précoces, on ne peut pas arriver à l'autonomisation. Donc il y a des grossesses précoces. Tant qu'il y a ces grossesses précoces, on ne peut pas compter sur la formation des filles, sur leur maintien à l'école, sur leur réussite. Donc ce sont des pratiques. Et pour y arriver, c'est pourquoi nous avons choisi ces acteurs de terrain pour nous aider, pour le plaidoyer et pour la sensibilisation. Les leaders religieux seront à nos côtés. Les communicateurs traditionnels seront à nos côtés pour faire passer ces messages, pour qu'on ait au moins des changements au niveau social et au niveau individuel aussi dans nos communautés. Voilà qui est bien dit, tout est bien qui finit bien. Oui, Hadja, un dernier mot. Bon, moi, je voudrais encore une fois suggérer. On ne peut pas lutter contre un phénomène qu'on ne comprend pas, dont on ne connaît pas les racines. Tout comme on ne peut pas guérir une maladie sans car le diagnostic est mal posé. Moi, ce que je voudrais suggérer à la fois au ministère et au projet, n'est-ce pas, c'est de travailler également avec nos universités. La recherche, parce que le problème que vous soulevez au Fouta Djallon, n'est-ce pas, par rapport au mariage précoce, et vous avez oublié de dire, il y a beaucoup de viols. Beaucoup de viols. Oui, c'est un des cas. N'est-ce pas? Depuis 1996, nous travaillons sur la question. On a fait faire des enquêtes. Et je me rappelle, à l'époque, c'est Penjor, et là, Penjor Diallo, paix à son âme, que j'avais parlé de cela. J'avais appelé l'ancien député de Koubia qui est décédé,
Diallo Piscine, qui avait travaillé à Fria, qui était professeur de natation, qu'on appelait Diallo Piscine. Ce sont des personnes que j'avais interpellées en 1996, en février 1996. J'ai fait un déplacement à l'abbé Pita d'Alabama. Je les avais interpellées déjà sur l'âge de l'alcoolisme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais également les violences faites aux filles et aux femmes à l'époque. Donc, vous voyez, et ça fait 27 ans. Donc, le problème ne cesse pas, au contraire, il empire. Et la présence d'une personne comme Hadja Aminatou Bari, comme vice-maire à Daralabé, c'est une chance qu'il faut saisir. D'accord. Parce qu'elle permet, en tant que politique, d'adresser la question et de permettre que plusieurs acteurs, n'est-ce pas, puissent s'impliquer. Donc la recherche scientifique, mais également l'implication de tout le monde, mais par le bon bout. Oui, en 30 secondes, Madame Hawa. Bon, ce que moi je demanderais au projet, c'est de travailler aussi sur les camps d'initiation sans excision. Parce que nos parents tiennent beaucoup. Parce que la pratique, on voit la pratique seulement de l'excision, mais on ne voit pas le côté éducation. Et les parents tiennent beaucoup à ce côté éducation. Parce qu'on donne des éducations dans les camps d'initiation. Les excisions sont là, ils font la pratique, mais l'éducation, c'est les SEMA qui donnent. Or, dans nos communautés, c'est ce côté-là que nos parents tiennent. Ils tiennent à l'éducation de ces filles pendant l'initiation. C'est là où il y a l'éducation sexuelle. C'est là où il y a l'éducation sexuelle. C'est là où il y a beaucoup de choses qu'on apprend aux filles. Qu'on véhicule les messages, l'hygiène corporelle beaucoup. Et c'est si jusqu'à présent, nos parents ne veulent pas abandonner, c'est parce que on veut tout abandonner. On veut, comme disait le Radia, le bébé est son bain de l'eau du bain. Et ce côté-là, éducation-là, moi je voudrais que le projet essaye de maintenir ça pour vraiment, pour que nos parents puissent abandonner la pratique. Avec la blessure. La blessure. Oui, Hadja Camille. Oui, je vais simplement vous dire que, en tout cas au niveau du ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, il y a cette volonté politique d'aller. Elle ne fait pas défaut. Je peux vous rassurer de cela. Madame le ministre en fait son cheval de bataille pour aider justement à lutter, à juguler contre tous ces fléaux, les violences basées sur le genre, à aller pour l'autonomisation des femmes et des filles. Je peux vous rassurer. Et je pense que actuellement, en synergie avec différents partenaires de la place, notamment des projets comme ce projet de la Banque mondiale, avec d'autres partenaires bilatéraux en Guinée ici, Madame se bat pour cela. J'ai le plaisir de vous informer que là, d'ici quelques mois, nous allons ouvrir, le ministère va ouvrir à Dubreka un guichet unique de lutte contre les VBG. Ça sera une première, un projet pilote de guichet unique avec Enabel. Et ce projet est implanté exprès dans ce CAF de Dubreka pour qu'après ces victimes de VBG puissent intégrer les CAF pour être formés dans différents métiers et accompagnés pour leur autonomisation. Donc je vous rassure de ce côté de la volonté politique du ministère de la promotion si la volonté féminine. Politique est là, on va affirmer sans risque de se tromper que le projet va se dérouler tranquillement sur le terrain tout en atteignant les objectifs fixés. Ceci dit, merci à toutes ces dames d'être passées dans cette émission. Hadja Sarandaraba, Madame Hawa Keita, également Hawa Kami Kamara, Madame Kaba Maferen Kamara, responsable communication du projet Suède, un projet financé, il faut le rappeler, par la Banque mondiale. Ça n'est donc terminé. Merci encore une fois. On se reprendra au compte de cette même émission, mais avec certainement d'autres acteurs ou actrices pour parler du contenu du même projet. Portez-vous bien, chers auditeurs et téléspectateurs.